Vous avez fait le calcul que malgré les 24 jours qui n'ont pas été faits à l'école, on peut rattraper tout ça sans toucher à l'horaire, là, sans toucher au jour d'école, au calendrier. Bien, écoutez, on va travailler pour ça. On va travailler pour que tous nos élèves réussissent. En tout cas, pour que le maximum d'élèves possible réussissent. Au niveau du calendrier, l'enjeu, Patrice, c'est que je n'ai pas le pouvoir de convertir la semaine de relâche en semaine de classe. La loi, ce qu'elle dit, c'est le calendrier scolaire, c'est 200 jours. Sur les 200, il y en a 180 dans les classes, là, on appelle ça des services éducatifs, puis l'autre 20, c'est essentiellement des journées pédagogiques. Pour le reste, là, où la semaine de relâche se place-t-elle dans ce calendrier, où les journées pédagogiques se placent-elles, ça, c'est négocié localement. Ce sont les syndicats au niveau des centres de services qui négocient ça avec la direction des centres de services. Donc, ça leur appartient. Donc, même si j'avais voulu, je n'ai pas actuellement ce pouvoir-là. Par contre, au niveau... Donc, ça, c'est au niveau de la semaine de relâche. Par contre, au niveau de la semaine de relâche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va l'intégrer aux mesures de rattrapage dans le plan de rattrapage des écoles. Alors, dans les 2 prochaines semaines, là, les écoles vont se donner un plan de rattrapage. Et s'ils identifient des besoins, puis s'il y a des enseignants puis des membres du personnel scolaire qui sont prêts à prêter main forte, de façon rémunérée, bien entendu, bien, il y aura des écoles qui seront ouvertes ou qui pourraient être ouvertes pendant la semaine de rattrapage. Et pour ce qui est des journées pédagogiques, alors là, on est en discussion avec la FAE, mais le leadership, la direction, nous ont déjà dit, si vous voulez convertir des journées pédagogiques en journées de classe, il va falloir que ce soit négocié localement avec les syndicats dans les centres de service. Mais vous me dites, dans un monde idéal, on aurait pu ajouter 3-4 jours là ou diminuer la semaine de relâche, mais ça ne se fait pas comme ça. Donc, on fait avec. Et là, il y a le tutorat qui est, je pense, une des mesures les plus importantes de votre annonce ce matin. Tutorat, mais qui est volontaire. Donc, un élève qui ne veut pas ou un enseignant qui ne veut pas, une enseignante qui ne veut pas, ne toucheront pas à cette mesure-là. C'est vrai. Mais vous savez, il y a déjà 130 000 élèves qui reçoivent du tutorat présentement. C'est depuis la pandémie, dans les faits. Alors, il y a déjà beaucoup d'enseignants, puis il y a des enseignants retraités à travers ça qui en donnent, qui en font du tutorat. Et là, l'espoir, on double pratiquement le budget du tutorat, Patrice. Et donc, l'espoir que nous avons, c'est que les enseignants qui en font déjà vont peut-être vouloir en faire plus, et des enseignants qui n'en font pas du tutorat vont, on l'espère, se porter volontaires. Et, je le dis d'emblée, s'il y a des enseignants retraités qui souhaitent prêter main forte, on pourrait avoir besoin de vous. Même chose pour des étudiants en enseignement qui pourraient venir aussi faire du tutorat après les heures de classe, sur les heures du midi, à la fin de la journée, etc., etc. Et pendant la semaine de relâche aussi, comme on disait. Et voilà. OK. Et on dit tutorat, c'est pas du bénévolat, là, je le souligne. Oui. Les enseignants vont évidemment être payés. Là. Oui, c'est ça. Selon le taux horaire qui est prévu à la convention collective. C'est un taux horaire intéressant. Donc, on va voir, d'ici 2 semaines, là, on va avoir une assez bonne idée du nombre de personnes qui lèvent la main pour dire « Moi, je suis prêt à faire un bout ». Je vous pose la question sur le côté volontaire, parce qu'il y a peut-être des élèves qui auront besoin de rattrapage, dont les parents, pour toutes sortes de raisons, ne voudront pas les inscrire à ceci, cela. Et là, est-ce qu'ils ne risquent pas de tomber dans une craque? Alors, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on sait déjà que les élèves à besoins particuliers, là, on sait d'emblée là, que plusieurs d'entre eux vont avoir besoin. Et on peut penser que dans la vaste majorité des cas, les parents, sachant que leur enfant a déjà un plan d'intervention, les parents vont vouloir qu'ils soient inscrits. Ce sont les autres enfants qui, eux, ont pris du retard, reviennent à l'école comme s'ils étaient de retour au mois d'août, là. Parce qu'on a des élèves, Patrice, c'est comme un nouveau début d'année scolaire. Alors là, moi, j'en appelle à la vigilance puis à la bienveillance. On a des enseignants qui connaissent leurs élèves. Si, dans certains cas, ils s'aperçoivent qu'un élève qui n'a pas de besoin particulier, qui n'a pas de plan d'intervention, mais qui en a besoin, visiblement qui en a besoin, il sera identifié, il sera recommandé pour des mesures. Et si vous vous apercevez que les parents ne réagissent pas, pour toutes sortes de raisons, à ce moment-là, le lien entre l'enseignant et les parents, ou le lien entre l'orthopédagogue et les parents,
devient très important. Parce que ces enfants-là, sinon, Bernard Drinville, qui ne s'inscriraient pas, risquent de couler leur année. Là. Exact. Exact. Parce qu'on ne va pas, puis c'est la prochaine question et l'autre crainte, on ne va pas diminuer les attentes pour ce qui est des résultats scolaires. Là. Et ça, c'est important. Le reste de l'année scolaire se fait avec tous les contenus. On n'en met pas de côté. On n'en met pas de côté. Par contre, puis ça fait partie du compromis, pour les élèves de secondaire 4 et 5, on ne met pas de côté des contenus. C'est vraiment le programme scolaire normal, régulier qui s'applique. Mais pour les élèves de secondaire 4 et 5, quand vont arriver les épreuves ministérielles, ils vont être évalués sur ce qu'on appelle pas les acquis, excusez-moi, c'est la les fin examens de classe et non pas du ministère. C'est les données, c'est les trucs essentiels, mon Dieu, les connaissances essentielles ou les connaissances prioritaires. C'est là-dessus qu'ils seront évalués pour les épreuves ministérielles de secondaire 4 et 5. Et la raison pour laquelle on le fait, Patrice, c'est qu'on ne veut pas que les élèves qui ont manqué un mois d'école se trouvent pénalisés à cause de ça, parce que les épreuves ministérielles de secondaire 4 et 5, ce sont les épreuves qui mènent au diplôme. Alors là, comme on dit, il ne faut pas niaiser avec ça. Là. Alors, les épreuves ministérielles de mathématiques, de sciences et d'histoire de secondaire 4 et de français et d'anglais en secondaire 5, ce qu'on va évaluer, ce sont les savoirs. Voilà le mot que je cherchais, les savoirs essentiels ou les savoirs prioritaires. Donc, on a trouvé un compromis. Comme tout compromis, c'est nécessairement imparfait, mais on pense que de cette manière-là, on ne pénalise pas les élèves qui n'ont manqué que quelques jours de classe et on ne pénalise pas non plus à la fin ceux qui ont manqué un mois de classe. Mais vos examens du ministère de fin d'année, mai-juin, ne compteront plus que pour 10 %. Avant, c'était 50 %. C'est pas ça un risque de nivellement vers le bas? C'est-à-dire, pour secondaire 4 et 5, ça devait être 50 %, ça va être 20 %. OK. Pour les autres, ça devait être 20, ça va être 10. Alors, non, moi, je ne dirais pas que c'est du nivellement par le bas, parce que la raison pour laquelle nous le faisons, c'est pour donner plus de place aux évaluations des enseignants dans les classes. Parce qu'ils vont continuer à être évalués, les élèves, et ils vont continuer à être évalués, à part les examens du ministère, là, ils vont continuer à être évalués sur l'ensemble de la matière. Donc, encore une fois, on se dit, les enseignants sont les mieux placés pour connaître l'élève. On va leur faire plus de place, on va leur donner une importance plus grande dans l'évaluation de l'année. Et donc, les examens, les travaux et tout ça vont compter pour un poids beaucoup plus important que l'épreuve ministérielle. Mais on garde l'épreuve ministérielle. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on compare d'une année à l'autre où on en est. On ne veut pas perdre cette mesure de comparaison. Je reviens au tutorat parce que c'est l'élément le plus important. C'est un tango avec les enseignantes. Oui. Les enseignantes. Et le personnel professionnel. Mais là, le tango a été, la musique a arrêté là, pendant plusieurs semaines. C'est pas à vous que je vois. Est-ce que vous êtes persuadé que les enseignantes vont vouloir participer à ces tâches supplémentaires? Bon, elles sont payées, bien sûr, mais à cette tâche supplémentaire. Êtes-vous confiant? Oui, je suis confiant. Je suis confiant pour plusieurs raisons. D'abord, notre personnel scolaire, puis nos enseignantes en particulier, nos enseignantes, nos enseignants, aiment leurs enfants, Patrice. Puis, ils ne sont pas allés en grève de gaieté de cœur, là. On le sait, ça. Et là, ils reviennent. On verra si les ententes seront ratifiées. Puis j'insiste là-dessus, Patrice, ce n'est pas fait encore. Le processus va s'enclencher dans les prochains jours. Alors, moi, je suis très prudent sur cette question-là. Mais je pense sincèrement que nos enseignantes, nos enseignants, là, ils vont tout faire, Patrice, pour que l'élève réussisse. Ils vont tout faire pour amener leur classe, avec laquelle ils ont commencé l'année scolaire, pour en amener le plus grand nombre vers... Et donc, je pense qu'il y en a un certain nombre, un bon nombre, qui vont lever la main pour des durées variables. Il y en a qui vont dire, moi, je suis prêt à donner 1 heure de tutorat, peut-être, par semaine. Il y en a qui vont dire, non, moi, j'en ai assez. Il faut qu'il y en ait qui lèvent la main. C'est sûr. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà. Et ça, on va le voir dans les 2 prochaines semaines, Patrice. On va voir dans les 2 prochaines semaines les besoins des élèves, puis combien est-ce qu'on a d'enseignants puis de membres du personnel qui se portent volontaires. Vous vouliez de la souplesse avant les rentrées d'automne dans le règlement de la convention collective. Avez-vous obtenu la souplesse? C'est pas encore public. Parce que ça doit être présenté aux membres. On présume qu'il y a des... Bien, c'est important, parce que je l'ai dit, je pense, je l'ai répété beaucoup, c'est important que les rentrées scolaires se fassent bien, puis que les élèves aient leur enseignant Êtes-vous satisfait? Sur ce plan-là, plutôt, oui.
Plutôt. Parce que l'augmentation salariale, elle est publique. Donc, la question en retour pour les parents du Québec, c'est est-ce que les services seront améliorés d'autant? Là, vous m'amenez sur la Convention, puis je vous ai dit d'emblée que j'étais très réticent à y aller. Mais ce que je peux vous dire, là, puis je veux vraiment faire très attention, c'est que je pense que cette nouvelle Convention collective-là, si elle est ratifiée, je pense qu'elle peut constituer une très bonne base d'un nouveau début, d'un nouveau départ. Êtes-vous confiant qu'elle soit ratifiée par les membres? Votre degré de confiance? Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Je sais que vous parlez à Mme Hubert après. Peut-être qu'elle vous répondra là-dessus. Moi, je veux pas aller là. Pas le moment. Je veux vraiment pas aller là. Je suis extrêmement prudent. Okay. Mais j'ose dire qu'il y a, dans cette nouvelle convention collective, j'ose dire qu'il y a de belles avancées. J'ose le dire.